Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Notre focus du jour reçoit comme invité Dr Emmanuel Sogadji, directeur exécutif de l'Organisation africaine des consommateurs. Avec lui, nous allons évoquer les droits des consommateurs, notamment l'éducation à une alimentation durable. C'est le thème retenu à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Monsieur Sogadji, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Monsieur Sogadji, chaque année, une journée mondiale dédiée aux droits des consommateurs. Quelle en est l'importance? En fait, l'importance de la célébration des journées mondiales dans la plupart des thématiques de la vie socio-économique de notre pays et du monde entier permet de mettre en exergue un sujet d'actualité qui intéresse aussi bien un continent particulièrement ou tout le monde entier. Mais particulièrement la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs 2025 a attiré l'attention de l'Organisation africaine des consommateurs, l'OAC, qui a bien voulu mettre le thème sur l'alimentation durable, l'éducation alimentaire durable, parce que le thème mondial que Consumer International a choisi, c'est la transition vers le système durable. Et nous avons choisi comme sous-thème l'éducation à l'alimentation durable. Parce que l'éducation à l'alimentation durable est essentielle pour pouvoir promouvoir à la fois la santé humaine, de l'environnement et de tous les équilibres sociaux que nous avons tout autour de nous. Pourquoi nous le disons? Nous devons nous en rendre compte que nous vivons parce que nous mangeons. Et quand nous mangeons, c'est tout ce que nous mangeons qui fait que nous avons la bonne santé. Quand nous oublions que nous devons vivre et nous allons manger n'importe quoi, ça veut dire que nous risquons de mourir et nous ne pourrons plus continuer à vivre. Et donc c'est pour cette raison que nous avons voulu mettre en exergue ce sujet, cette thématique, en invitant d'abord les consommateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui sont nos membres, et particulièrement nos organisations de membres qui sont au total plus de 44 organisations membres de l'Organisation africaine des consommateurs et qu'on retrouve dans 39 pays. Et donc, vous avez, c'est vrai, on est 54 pays du continent, mais pour le moment, nous sommes à 39 pays qui sont déjà membres de notre réseau, de notre organisation fêtière. Et nous avons aussi l'habitude d'attirer l'attention des émissions pareilles, attirer l'attention des autorités pour qu'elles puissent faire des réformes en ce sens, parce que les autorités, peut-être, elles ont certaines visions politiques, mais quand nous, les associations consommateurs, les organisations de la société civile attirent leur attention sur certaines particularités, ils essaient de faire de remue-ménage au niveau de leur programme politique pour améliorer un peu ce que nous disons. Alors, vous le dites si bien, vous êtes préoccupé par l'alimentation durable. Qu'entendez-vous par cette terminologie quand on parle d'alimentation durable? L'alimentation durable est essentielle, comme le dit, pour promouvoir des pratiques alimentaires qui respectent à la fois l'environnement, et la santé humaine et les équilibres sociaux. Et quand nous disons qu'ils respectent la santé, c'est que on ne doit pas produire avec les produits chimiques. On ne doit pas faire l'élevage avec des produits chimiques aussi, dont les résidus constitueraient des sources de maladies pour les consommateurs. Vous vous en souvenez qu'il y a eu dans notre pays une affaire que nous appelons Tilapia Gate à l'époque. Ce sont des produits chimiques que des gens auraient constatés, qui sont des résidus au niveau de ces poissons-là, et que le gouvernement, l'autorité avait interdit l'importation de ces tilapia à un moment donné de la vie économique de notre pays. Vous vous en souvenez qu'aujourd'hui, et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos villages, de nos contrées, les communautés paysannes utilisent certains produits chimiques, soi-disant qu'ils n'ont plus de la main-d'œuvre. Quand les paysans n'ont plus de la main-d'œuvre, ils utilisent des produits, des herbicides pour dévasser l'espace et cultiver. Là, ils disent qu'ils gagnent en termes de productivité. Mais vous pouvez gagner en termes de productivité, mais en termes de l'efficience de la production, c'est-à-dire en matière de la qualité de ce que vous produisez et que vous mettez sur le marché pour les consommateurs, n'est plus le ratio de qualité sur productivité est faible. Donc la qualité n'est plus de mise. Et donc vous risquez de faire mourir vos consommateurs, parce que quand nous mangeons, nous avons des résidus de ces produits chimiques-là qui tuent les cellules souches au sein de notre organisation, de notre organisme, j'allais dire, et nous tombons malades très rapidement. Il y a certaines maladies non transmissibles aujourd'hui que nous avons et que nos parents, même nos aïeux n'en avaient pas. Parce que quoi? Ils mangeaient des choses très naturelles, très bio.
Donc c'est pour cette raison que nous disons qu'il faut aller vers une alimentation durable, faire le choix de l'alimentation et minimiser l'impact environnemental. C'est-à-dire que ce que l'environnement doit avoir sur ce que nous produisons, tel que, comme je viens de le décrire, on n'arrive pas à garantir la biodiversité que nos parents avaient, nos mamans garantissaient, mais nous sommes en train de détruire tout autour de nous. Alors donc, oui, Monsieur Sogadji, la préoccupation aujourd'hui dans tous les pays, sur le continent comme ailleurs, c'est garantir une autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, et qui le dit pense à une agriculture intensive, puisque vous en parlez, avec toutes les conséquences qui en découlent. Est-ce que entre la qualité des aliments déversés sur le marché et la santé des populations, avec pour corollaire la sauvegarde de l'environnement, est-ce que cet équilibre est maintenu? Bon, ça ne peut pas être maintenu. Quand des gens parlent de l'agriculture intensive, nous on n'est pas forcément pas de l'agriculture intensive. Nous on parle de l'agroécologie. Le mois passé, nous étions au Kenya, où nous avons parlé sur l'initiative de AFSA, qui est Alliance pour l'alimentation en Afrique, et AFSA pour la sécurité alimentaire en Afrique, qui a initié cette rencontre avec pour thématique démystifier le financement de l'agro-industrie. Parce qu'aujourd'hui, l'agro-industrie a pris de l'avance, parce que ce sont des capitalistes. Quand eux, ils produisent, ils veulent avoir de gains très rapidement. Ils produisent en grande quantité, ils modifient les gemmes, c'est-à-dire les OGM par exemple, et ils modifient la substance, l'essence même du produit agricole. Au mépris de la santé des populations. Au mépris de la santé. Eux, ce n'est pas la santé qui les préoccupe. Qu'est-ce qui les préoccupe? C'est leur affaire économique. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons dit, nous devons faire une transition entre l'agro-industrie et l'agroécologie. Que nos autorités puissent nous écouter en refusant systématiquement de subventionner les produits chimiques. Parce que quand vous subventionnez les produits chimiques, les gens vont les acheter, aller produire et avoir des produits vivriers chimiques que nous allons acheter et tomber malades. Donc le système alimentaire doit être désormais contrôlé par les États. Et nous, organisations de consommateurs de tout le continent, nous devons jouer un rôle particulier là-dedans, parce que nous devons faire des plaidoyers, sensibiliser les consommateurs, parce qu'aujourd'hui, ce qui se pose, on peut avoir des jardins communautaires. Quand vous avez des jardins communautaires, vous allez dans un village, par exemple, 20 personnes ont un jardin communautaire, ça veut dire que tout ce qu'ils vont produire, ils vont le consommer eux-mêmes. Quand ils consomment ce qu'ils produisent, ça veut dire qu'ils savent que ce qu'ils doivent produire doit être de qualité. Mais quand vous ne consommez pas ce que vous produisez et vous achetez ce que les gens produisent pour vous vendre, celui qui produit pour vous vendre, lui, il n'attend que du bénéfice, du gain, de l'effet de synergie. Donc, lui n'attend pas que vous allez continuer par vivre pour venir acheter. Non, pour lui, quand vous mourrez, il y a d'autres personnes qui viendront. Mais nous, consommateurs, nous sommes condamnés à continuer par vivre. C'est vrai que la vie n'est pas faite pour vivre éternellement, mais autant quand Dieu nous donne la force aujourd'hui, la santé, nous devons faire un effort pour préserver cette santé. Alors vous avez l'habitude de faire des descentes sur le terrain, alors dans les marchés, qu'est-ce que vous voyez quant aux produits déversés sur le marché? Est-ce qu'ils répondent à ces normes dont vous parlez sur ce plateau? Pas forcément. Vous avez vu, il y a nos collègues de l'association togolaise des consommateurs, je parle du cas du Togo, qui ont fait une analyse des tomates entre-temps et qui a transmis le rapport acquis de droit. Et il y avait une teneur de soufre trop élevée dans ces tomates-là, et que l'autorité en réalité devrait peut-être prendre des décisions pour... En tout cas, ce n'est pas nous, organisation de consommateurs, qui allons donner le nom de la qualité, bien le type de tomates concernées. Parce que quand l'analyse est faite, elle est transmise acquis de droit. Maintenant, nous, les dessins que nous faisons sur le terrain, le constat reste toujours le même. Des produits, le marché est inondé de produits de mauvaise qualité. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui la technologie bien poussée pour aller faire des prélèvements sur le marché, analyser et donner les résultats acquis de droit. Mais je peux vous rassurer que nous allons nous battre et nous continuons toujours au sein de l'Organisation africaine des consommateurs pour avoir certains partenaires qui nous aideront à faire des analyses. Par exemple, on va dans un marché, on constate qu'il y a des produits, on fait des prélèvements en présence d'un huissier et qu'on envoie au laboratoire pour l'analyse. Quand le résultat va tomber, on le soumet à l'autorité du pays concerné et que la sanction puisse s'en suivre. Parce que, comme on le dit, quand vous ne veillez pas à la santé de vos clients, c'est-à-dire que vous tuez les consommateurs que nous on défend. Et le consommateur doit demeurer toujours vigilant, parce que quand vous n'êtes pas vigilant, vous vous abandonnez à tout.
à votre triste sort, et vous allez dire que le système de la santé de votre pays n'est pas bien, n'est pas bon point, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on est fait pour tomber malade? En réalité, non. Mais sauf que dans la vie, quand on doit grandir, on doit vieillir. Et à certains âges, on commence par tomber malade. Mais faisons un effort pour demander à ce qu'on nous serve de la qualité. Quant à nous-mêmes qui sommes des consommateurs, nous devons faire aussi de transition vers le système alimentaire dans lequel nous sommes. Quand nous avons plus l'habitude d'acheter des fast-food, par exemple, nous devons savoir que les fast-food là ont des conséquences sur notre santé. Parce que celui qui, on dit fast, c'est rapidement. Celui qui fabrique sa nourriture d'une manière rapide, avec la technologie, avec les micro-ondes, tout pour garantir. Mais en tout cas, il y a des études qui montrent que ce n'est pas de la qualité que nous consommons dans les fast-foods. Et je crois qu'il y a un doctorant togolais qui a fait une analyse, une étude, qui a fait sa thèse dans ce secteur et qui a prouvé que les fast-foods risquent de nous amener à la morgue et au cimetière le plus rapidement que possible. Et dans un contexte de mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 2 fin 0, l'ODD 3 bonne santé et bien-être, et puis l'ODD 12 consommation et production durable, sur quel levier faut-il agir? Consommation et production durable. C'est-à-dire, quand on dit durable, c'est que ça tient compte de notre santé, de notre environnement, de tous les équilibres sociaux. Et si vous êtes dans une localité, vous savez que dans cette localité, on fait la promotion d'une culture, faites toujours la promotion de cette culture-là. Parce que sur le plan socio-culturel, sur le plan de la culture du milieu, vous ne devez pas les imposer ce qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer. Ok? Et donc c'est pour ces raisons que nous disons que ça doit être durable. Durable, tenir compte de tous ces trois aspects, surtout l'environnement. Surtout l'environnement, les organisations de consommateurs, les organisations de protection de l'environnement en parlent tous les jours. Nous pensons souvent des gens pensent souvent que l'environnement, nos faits socio-économiques n'ont aucun effet sur l'environnement. Ils se trompent, belle lurette. Parce qu'on est dans le mois de mars. En réalité, on devait commencer par recenser les premières pluies. Mais aujourd'hui, il y a la chaleur partout. La dernière fois, un collègue m'a appelé du Tchad qui dit qu'ils sont à 41 degrés, le Togo à 32 et 31, alors que ces moments-là, on devait commencer par rentrer dans la période plus. La preuve que les changements climatiques sont une réalité partout. Partout. Donc c'est pour ces raisons qu'on dit nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce dont nous consommons. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez sur les marchés togolais, ou bien sur le marché de la sous-région, bien de l'Afrique, plus de 90% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Oui, justement, comment l'expliquer, des États-Unis, de la France, à un moment où nous promouvons la consommation locale? Vous savez, d'abord, ça commence par nous-mêmes consommateurs. Nous n'avons pas encore pris conscience que nous devons consommer ce que nous produisons chez nous. Les gens estiment que quand je vais dans un supermarché, j'achète une boîte de lait, par exemple, qui est fabriqué de n'importe quel pays de l'Europe ou bien de l'Europe, bien d'Asie, bien des États-Unis d'Amérique, c'est de la qualité. C'est que moi je suis dans le luxe. Mais ils oublient que le produit là a traversé des milliers de kilomètres. Et le système de froid dans lequel le produit a été mis peut être défectueux à un certain moment donné de tout le circuit de transport. Avant que ça ne vienne sur le territoire de votre pays, ça va avoir au moins 4 à 6 mois. Et quand ça, on le met dans le circuit de froid de votre fournisseur, de votre grossiste, il peut avoir aussi des défaillances à ce niveau. Quand vous allez chez votre détaillant, celui qui vous vend et vous allez acheter pour consommer, il peut avoir aussi des systèmes de refroidissement et de conservation à ce niveau. Donc tout ça là, ça a des répercussions. Et au-delà de ça, les résidus de produits chimiques, sont également source de maladies non transmissibles. Les tilapias, les viandes importées, tout. La dernière fois, j'ai reçu des gens qui me disent au fait, le tilapia produit localement nous coûte cher. Ok, comme quand un opérateur économique il parle en termes de coût. Mais quand nous, consommateurs, nous devons forcément pas parler de coût. Les gens nous diront que en Afrique, le pouvoir d'achat est faible, ainsi de suite. Mais le pouvoir d'achat est faible en Afrique. Oui, justement, en se penchant au niveau agricole, est-ce que nos systèmes de production sont à même de satisfaire les besoins
de consommation? Si nous nous prenons très bien, on peut satisfaire les besoins de consommation. Vous avez, par exemple, particulièrement au cas du Togo, Bénin, d'autres pays de la sous-région, ces derniers moments, on s'est tourné vers la production du soja, qui ne sont pas forcément des produits vivriers. Ok. Maintenant, quand on s'est tourné vers ce type de produits, en disant que ça nous amène, les paysans, les communautés paysannes disent que ça leur amène plus que les autres produits tels que le maïs, le haricot, le vendou et n'importe quel autre produit vivrier. Ça leur rapporte plus d'avantages que ces types que je viens de citer. Mais quand nous faisons une analyse par rapport à ce que ça nous rapporte financièrement, nous oublions que ça nous rapporte également des maladies en retour. Et donc c'est pour cette raison que nous avons toujours dit à nos autorités, aussi bien au Togo comme dans d'autres pays de la sous-région et du continent, qu'elles devront financer, accompagner l'agroécologie. Par exemple, en Allemagne, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des magasins dans chaque zone. Et chaque zone, quand vous produisez tel type de produit que vous avez souscrit pour ce magasin, vous amenez le produit là-bas. Quand le gérant ou bien le directeur de ce magasin finit de vendre, vous revenez prendre votre argent. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'aller de transporter le produit de votre localité de production ailleurs. Donc les gens viendront là où vous l'avez produit pour acheter. Et en ce moment-là, le paysan s'en sort toujours gagnant. C'est pour ces raisons que nous disons que l'agroécologie est une alternative aujourd'hui pour nous amener vers une consommation durable. Et quand vous parlez de l'agroécologie, bien que cette technique est vulgarisée depuis des années, mais elle peine encore à prendre réellement forme. Elle n'est pas assez vulgarisée. Pourquoi je le dis? Quand les autorités vont commencer par encourager, vous savez, si les autorités encouragent, les paysans vont prendre conscience. Quand je donne l'exemple, n'importe quel type d'exemple, en période électorale, vous savez comment on fait la sensibilisation. On doit faire des sensibilisations pour ces gens de transition agroécologique, pour que les gens s'en rendent compte que ce n'est pas de la publicité qu'on fait, mais c'est l'évangile de la bonne santé qu'on est en train de véhiculer. On est en train de donner l'information, de dire, quand vous ne voulez pas aller à l'hôpital pour des maladies non transmissibles, vous devez faire un effort de consommer ce qui est de qualité. Et vous devez produire pour vos consommateurs ce qui est de bonne qualité. Et consommer ce que vous produisez. Oui, la dernière fois j'étais au village, il y a un frère qui me dit, mais président, est-ce que tu sais que ce que vous nous dites c'est bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, on s'est rendu compte quand nous utilisons les produits, les herbicides, qu'il y a certains herbes qui ne poussent plus, qui constituent hier des légumes que nous mangeons au village et qui nous guérissaient de certains maladies tels que les plaies intestinales et ainsi de suite. Et donc ça fait de telle sorte qu'ils s'en rendent aujourd'hui compte que donc nous disons que les consommateurs, bien les populations paysannes commencent par prendre conscience du phénomène. Mais il faudrait que les autorités puissent les accompagner. Et nous, organisations de consommateurs à travers tout le continent, nous sommes disponibles. On a compris. À le faire, et l'organisation particulièrement de l'OAC, en tête le président Daouda, nous sommes disponibles à les accompagner. On l'a compris, c'est votre plaidoyer. Nous avons d'ailleurs un webinaire ce 28 mars pour en parler et tout le monde est invité à être. Merci beaucoup pour cet appel. C'est votre plaidoyer, Monsieur Emmanuel Sogadji, directeur exécutif de l'Organisation africaine des consommateurs. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.